Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Call me irresponsible. Call me unreliable. Il y a des séries plus marquantes que les autres, et Euphoria, série américaine de Sam Levinson, disponible sur OCS, fait partie de celles qui aiment bousculer autant ses personnages que ses spectateurs. Après une saison 1 aussi surprenante que dérangeante, cette série très dark sur l'adolescence et les addictions, à l'esthétique ultra soignée et à la bande-son enivrante, dévoile depuis le mois de janvier sa saison 2. Nouveau chapitre dans la vie de Rue, la rebelle jouée par Zendaya, dont on va débriefer dans cet épisode d'À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Bonjour et merci de nous écouter, je suis Émilie Meunier et j'ai la joie d'avoir à mes côtés aujourd'hui 3 fans d'Euphoria pour débriefer de cette saison 2. Les journalistes Jade Olivier, Juliette Heuzebrock et Benjamin Rabier. Salut tous les 3. Salut. Salut. Hello. À la fin de cet épisode, c'est l'acteur et réalisateur Franck Gastambide, prochainement à l'affiche du film Sans répit sur Netflix, qui nous rejoindra pour révéler son dernier coup de cœur, SVOD. À la fin de la saison 1, on assistait à la rechute de Rue, incroyable Zendaya, pourtant sobre depuis quelques épisodes, mais qui décidait de planter Jules, son âme sœur, jouée par Hunter Schafer, et de retourner à ses vieux démons. La saison 2 d'Euphoria s'ouvre quant à elle sur une gigateuf où seuls nous, spectateurs, ne planons pas sous les effets de la drogue et de l'alcool. La bande de lycéens est donc visiblement toujours aussi trash et n'a pas réglé tous ses problèmes durant l'interminable attente entre ces 2 saisons. Rue. Oh shit. Are you high? I mean... Bon, j'imagine Jade, Juliette et Benjamin que vous attendiez avec impatience le retour d'Euphoria. Alors, heureux ? Alors moi j'avais adoré la première saison et évidemment j'avais hâte de découvrir la suite. Pour le coup, j'adore enchaîner les épisodes quand je regarde des séries sur Netflix ou autres, mais là je suis vraiment contente qu'il n'y ait qu'un épisode par semaine parce que c'est très très lourd à regarder. Les thématiques sont vraiment plombantes, hein. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché et un peu le moral avant de lancer l'épisode. Et d'ailleurs Zendaya l'avait très bien expliqué à ses fans en disant que voilà, qu'il fallait être préparé avant d'attaquer cette saison 2 qui est quand même plus difficile que la première. Pour moi, cette saison 2, elle est vraiment centrée sur l'addiction. Quelle qu'elle soit. Donc, Rue, évidemment, est accro aux opiacés, aux médicaments et aux drogues en tout genre. Pour Cassie, c'est de l'addiction émotionnelle à un mec, mais bon, on va pas le dire sinon on va spoiler. Voilà, l'addiction à la violence aussi pour Nate et son père. Voilà, moi je trouve que ça explore vraiment l'addiction et ses conséquences aussi bien pour l'utilisateur que pour sa famille, ses proches. Et par conséquent, c'est sûr qu'on voit moins d'autres personnages dans cette deuxième saison. Des personnages qui avaient parfois brillé dans la première, comme Kat. C'est des personnages qui sont plus effacés. Voilà, l'intrigue est moins autour d'eux et je pense que ça peut déplaire à certains. Ouais, alors c'est vrai que comme disait Jade, cette saison elle est quand même vachement centrée notamment sur Zendaya. Alors moi me lancez pas parce que je pense que je pourrais passer 30 minutes à ne parler que d'elle. Donc pour faire court, j'avais aussi vachement hâte. Elle confirme le fait que c'est à date le meilleur rôle de sa carrière, série et film confondus. Et puis je suis plutôt contente de la tournure que prend son personnage parce que c'est vrai qu'en saison 1, on avait pas mal reproché à Sam Levinson le côté un peu romantique, cool, fantasmé, en tout cas de l'usage des drogues. Et c'est vrai que là, on se rend compte en fait avec l'état dans lequel est Rue durant cette saison que en fait la drogue c'est pas cool du tout. En tout cas, quand on la voit, on n'envie pas du tout son état. Donc je trouve que c'est un pas qui est fait. C'est une vraie évolution entre les 2 saisons qui moi m'a vachement plu. Et un peu comme Jade en fait, j'ai un bémol un peu similaire qui est que du coup on se concentre énormément sur cette saison sur 2 histoires, celle de Rue et de son addiction. Et celle qui inclut un nouveau trio dont je ne vous en dirai pas plus
mais voilà. Et les autres passent vraiment à la trappe. Alors, cette série est une série forte grâce à son ensemble. Et là, on perd un peu ce côté-là, et notamment la diversité des personnages qui, je pense, avait vachement accroché les téléspectateurs en saison 1. Et moi, j'en attendais beaucoup, même si franchement, j'avoue, ça me paraissait tellement loin, vu que la saison 1 elle a été diffusée en 2019, et là, on est en 2022, que j'avais globalement oublié les intrigues de la saison 1, je vais pas mentir. Mais donc j'en attendais beaucoup parce que pour moi Euphoria c'est un univers en fait, c'est la réalisation, c'est la lumière, c'est la bande son et c'est ces acteurs que je trouvais déjà formidables en saison 1 et qui je trouve sont exceptionnels en saison 2. Vraiment pour le coup la saison 1 c'était Zendaya la star. Et là, c'est toujours la star, mais vraiment, elle laisse la place aux autres. Franchement, pour moi, ma révélation dans cette saison 2, c'est l'actrice qui interprète Cassie. Vraiment, elle est exceptionnelle. Je vais pas dire son nom parce que j'ai peur de mal prononcer son prénom, mais vraiment, l'actrice est exceptionnelle. Euphoria, c'est vraiment une série à part dans le panel des séries qu'on peut voir aujourd'hui. Elle ressemble à aucune, elle est trash. Encore plus cette saison 2, pour le coup, qui est vraiment sexe, drogue et rock'n'roll. Et vraiment, à chaque épisode, on se dit, où est-ce que ça va aller? C'est de plus en plus sombre, de plus en plus violent. Et vraiment, là, il reste plus que 2 épisodes au moment où on enregistre ce podcast. Et je me dis comment va terminer la saison 2. Franchement, j'ai très très peur. Et alors, d'après l'auteur et réalisateur Sam Levinson, cette série, elle est quasi autobiographique. En tout cas, largement inspirée de son adolescence, il paraît. Mais soyons honnêtes, 5 secondes. Moi, je sais pas vous, mais ado, j'avais pas du tout cette vie-là. Évidemment, on faisait la fête comme tout le monde et ça pouvait partir en cacahuète. Mais là, c'est comme tu dis, Benjamin Rabier, c'est vraiment les extrêmes. C'est très très sombre. La crédibilité, pour moi en tout cas, je trouve que c'est pas forcément le point fort de cette série qui mêle fantasme, souffrance et délire donc de cette génération Z, soit les jeunes nés dans les années 2000. Vous n'êtes pas de la génération Z, hein, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on est plutôt de la même génération Y, donc celle d'avant. Et en quoi finalement vous trouvez votre compte, vous, Jade, Juliette et Benjamin, dans cette série? Moi, il y a une série que j'avais adorée sur Disney+, qui s'appelle Dopsic. Et je trouve que cette saison 2 d'Euphoria dépeint quand même bien en partie l'utilisation qu'ont les jeunes Américains de médicaments et d'opiacés à des fins récréatives. Je me suis un peu renseignée, j'ai cherché des chiffres. En 2020, aux États-Unis, c'était quand même la cause numéro 1 des décès, tout âge confondu. Et depuis un peu plus de 20 ans, il y a quand même eu 9000 ados et enfants qui sont morts suite à une consommation d'opioïdes. Donc je pense qu'en ça, voilà, c'est assez réaliste et puis ça peut toucher tous les milieux en fait, qu'on commence juste pour s'amuser, pour être défoncé en soirée, ou qu'on consomme des opioïdes, enfin surtout à l'époque à des fins médicales suite à une blessure ou autre. Par contre, après, tu disais que ça commençait vraiment avec une grosse scène de soirée en maison. Pour moi, ça relève quand même du gros fantasme habituel des productions où on parle d'ados, type Projet X, même dans le dernier Scream. Il y a toujours plein de monde dans une baraque, personne ne se connaît, mais tout le monde est là, il y a aucun adulte, il y a l'alcool à gogo, alors qu'ils sont pas censés en boire, ni en acheter d'ailleurs. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez proches de la réalité, et puis d'autres qui sont un peu des clichés, on va dire, des prods américaines ados, quoi. Pour notre génération à nous, il y avait une série qui était hyper similaire il y a quelques années, qui était quand même Skins, qui se passait pour le coup en Grande-Bretagne, et où on était pareil sur de la consommation excessive de tout. Donc je pense qu'il y a peut-être, mais c'est le type de série qu'on serait pas capable de faire en France, mais tout simplement parce que je pense que ça ne correspond à aucune réalité en France, en tout cas pas une majorité. Maintenant, je pense qu'effectivement ça correspond à une certaine réalité aux États-Unis. Ils ont quand même un culte du blackout, notamment quand ils arrivent à la fac et tout. Ça c'est une vraie réalité. Mais c'est vrai que c'est pas tant dans cet aspect festif que moi je trouve du réalisme. Par contre, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est le côté complexité d'adolescence. Alors, tout dans Euphoria, tu l'as très bien dit, Benjamin, est poussé aux extrêmes. C'est un peu une génération que nous, on a l'impression, la génération née après les années 2000, qui est une génération qui s'assume vachement. Mais du coup, ça pourrait donner l'impression que c'est une génération qui est en fait hyper libre, qui se sent hyper libérée, qui est vachement décomplexée, même sur le plan sexuel. Alors qu'en fait, ce que j'aime dans la série, c'est qu'on montre bien que s'ils ont passé des étapes sur des questions que nous, on avait quand on était ados,
il y en a plein d'autres qui sont arrivés et que c'est pas une génération moins angoissée parce qu'ils sont victimes de nouvelles injonctions que nous on n'avait pas à l'époque, parce qu'Internet n'était pas aussi présent, parce qu'on n'attendait pas autant des ados qui soient engagés politiquement, et tout ça c'est des pressions sociales que la série montre vachement bien et qui fait vraiment le corps de la série, quoi. Je suis pas vraiment d'accord avec les filles parce que je trouve que vraiment cette série c'est du fantasme, on en parle beaucoup mais pour moi c'est pas du tout réaliste. Alors je passe un peu pour un vieux con là-dessus mais ça me paraît pas du tout crédible. Je prends l'exemple de la saison 2 où Roux est quand même drogué 24 heures sur 24 dans les 6 premiers épisodes et il y a personne qui réagit. C'est-à-dire que tout le monde tout le monde la voit en train de sombrer, il y a personne qui réagit. Moi, quand j'étais au lycée, si j'avais eu une camarade comme elle, il y aurait forcément quelqu'un qui aurait réagi. Là, c'est le too much. Et pour moi, c'est aussi ce que je recherche dans cette série, c'est ce côté un peu foutraque, un peu too much sur toutes les questions de société, que ce soit l'alcool, le sexe, les drogues. C'est ça que je recherche dans cette série, c'est les limites, jusqu'où ils vont être capables de repousser les limites du politiquement correct, entre guillemets. Quand on voit la scène du premier épisode d'ouverture, c'est le 31 décembre, ils font une grosse soirée, tous dans une baraque, où c'est vraiment n'importe quoi. Je n'ai jamais vu une fête comme ça. J'ai eu 17 ans, alors oui, c'était il y a 15 ans, je suis vieux, mais j'en ai fait des fêtes. Mais là, vraiment, c'est l'excès, vraiment, tout est poussé à l'extrême, et c'est ce que j'aime dans cette série. Mais je la regarde pas comme une série qui va analyser les méandres de la société, les dérapages de la génération Z pour le coup. Moi, je regarde vraiment ça comme un divertissement. Et je pense que d'ailleurs, c'est une série qui s'adresse plus à un public de trentenaires qu'à un public d'ados, en fait. Je pense que d'ailleurs, pour les ados, c'est une série très dangereuse en termes d'influence. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu plein de problèmes aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu une fan de la série qui est morte après avoir essayé de consommer les drogues comme le fait Zendaya dans la série. Pour le coup, c'est vraiment une série pour nous, les trentenaires qui avons un recul sur tout ce qui se passe. Mais ça me paraît quand même très très osé sur la drogue et tout. Je suis pas sûr que ce soit très réaliste là-dessus. Il y a aussi quelque chose de très caractéristique dans Euphoria, c'est que tout le monde est un peu toujours à poil. Surtout certains personnages féminins comme Maddie ou Cassie, joués respectivement par Alexa Demi et Sydney Sweeney. T'osais pas le dire tout à l'heure, Benjamin, mais bon, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ces deux actrices sont hyper sexualisées vraiment à l'écran. Vous en pensez quoi de ça, tous les trois ? Est-ce qu'on vire pas parfois un peu trop gratuitement du côté glauque, voire du côté porn ? Alors moi j'ai plus de 30 ans, donc on va dire que les scènes dénudées, les scènes de sexe dénudées, ça m'émoustille pas spécialement. Je trouve qu'elles ont pas vraiment d'intérêt, à part pour le réalisateur de montrer que la jeunesse aujourd'hui a pas froid aux yeux, ou essaye de faire croire qu'elle n'a pas froid aux yeux. Je pense notamment au personnage de Cassie qui a pas du tout d'expérience en relation, mais qui est tout le temps à poil en fait, et qui essaye justement de se donner une contenance comme ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour le coup, on a compris qu'elle était assez instable, qu'elle est complètement addicte à un beau gosse de la série, mais je trouve que ça apporte rien en fait. Alors que dans l'épisode 1, il y a une scène dénudée du tout début d'épisode, quand ils arrivent chez des dealers, qu'on leur demande de se dessaper pour voir s'ils n'ont pas de micro et qu'ils collaborent pas avec la police. Je trouve que là, on est complètement dans une autre dimension, il y a beaucoup de tension, c'est encore plus sombre, et ça amène vraiment quelque chose, je trouve, à l'épisode, quoi. Moi, j'ai stressé pendant toute cette scène. Moi, je suis un peu plus nuancée. En fait, je pense que le fait qu'il y ait autant de scènes de nu, ça sert un propos, mais qu'on perd au fil des épisodes par excès de quantité, en fait. Alors que, en fait, pour moi, ces scènes de nudité, elles peuvent avoir un vrai intérêt. Elles sont assez intéressantes dans la mesure où on montre justement que cette génération d'ados-là, ils sont bien plus confrontés au porno parce qu'ils ont grandi avec Internet. Et donc, du coup, je trouve que toutes ces scènes de nu, ça montre qu'ils vivent et ils grandissent, en fait, ils se construisent dans un monde où les images comme ça intempestives d'hypersexualisation viennent les heurter tout le temps et forcément les influencer. Donc je pense qu'il y a une vraie intention d'allégorie ou d'analogie de tout ça, mais dans laquelle on se perd complètement parce qu'il y en a trop, parce qu'on se sent agressé parfois par ces images-là. Mais du coup, moi, ce qui va vraiment me déranger dans ces scènes de nu, c'est pas tant le fait qu'elles existent, c'est plus ce qu'elles représentent. C'est-à-dire que pour moi, la principale qualité de la série, c'était quand même sa diversité de représentation à tout niveau, sauf, et là c'est le gros bémol, sur le plan physique, quoi. Parce que à part Kat, qui est un personnage hyper fort de la saison 1, et heureusement qu'elle était là, puisque
puisque là, elle faisait quand même un peu office de quota sur le côté grossophobie. Et je trouve qu'à part ça, on est clairement sur un diktat de la beauté qui est hyper précis, et il n'y a quasiment, à l'exception de Kat, que ces corps-là qui sont montrés à nu, et encore Kat est jamais montrée complètement nue, contrairement à Cassie, contrairement à Maddie. Et puis en plus, au-delà de ça, tout à l'heure on parlait de réalisme, mais perso, à 16 ans, à mes copines, il n'y en avait aucune qui ressemblait ni à Cassie, ni à Maddie. Et je précise juste que, en effet, les acteurs en vrai ont tous quasiment 10 ans de plus que leurs personnages, donc évidemment qu'on ne ressemblait pas à ça à cet âge-là. Et aussi qu'on ne voit jamais Zendaya nue parce qu'elle a signé un contrat qui stipule qu'elle n'apparaîtrait pas à poil, contrairement à toutes ses autres partenaires de la série. Et justement, je rebondis là-dessus parce que moi, je trouve que pour le coup, on joue un peu les saintes nitouches. Justement, on en parle depuis tout à l'heure. Euphoria, c'est vraiment sexe, drogue and rock'n'roll. Et pour le coup, le sexe est hyper bien représenté. Enfin, même beaucoup. Et moi, ce que je veux dire, c'est que moi, qui ai 35 ans, quand je regarde une série télévisée aujourd'hui ou un film, je suis toujours choqué de voir les acteurs garder leurs sous-vêtements ou les actrices garder leur soutien-gorge pour faire une scène de cul. Soyez honnêtes, je trouve ça quand même fou qu'en 2022, on soit pas capable d'accepter le corps humain, que ce soit de la femme ou de l'homme. Donc en fait, là, je trouve, c'est cool. Enfin, une série qui montre ses acteurs à poil. Pas Zendaya, évidemment, parce que encore une fois, le problème de la société, l'actrice principale qui veut pas voir son corps partout sur Internet, je le comprends totalement. Mais c'est grave d'en arriver là. Et justement, voilà, c'est une série qui montre les excès de tout. Et donc, on voit ces acteurs, oui, on voit beaucoup de pénis. Franchement, je pense que j'ai rarement vu une série où on en voit autant. Et pareil pour les femmes. Mais voilà, moi, ça me choque pas l'hypersexualisation des acteurs et des personnages de la série, parce que je pense aussi, pour le coup, que nous, on est la génération d'avant, mais qu'ils ont une ouverture d'esprit et des pratiques sexuelles qui sont totalement différentes de celles qu'on avait à leur époque. Enfin, à 17 ans... Voilà, j'étais un bébé, quoi. Eux, je pense qu'ils le sont pas aujourd'hui à 17 ans. Comme le disait Juliette, avec l'explosion d'Internet, ils sont nés avec un téléphone dans la main. Donc forcément, ils ont un rapport à la sexualité, à la nudité qui est totalement différente de la nôtre. Donc je trouve que ça, dans la série, finalement, ça me choque pas plus que ça, que cette série sur HBO, en plus c'est quand même diffusé sur HBO aux États-Unis, montre des corps nus. Franchement, ça me choque pas. Bon, et pas de surprise, une saison 3 d'Euphoria a d'ores et déjà été commandée et elle est prévue pour 2023. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous et est-ce que vous serez évidemment au rendez-vous ? Ah, moi, oui, je serai au rendez-vous, même si là, il reste 2 épisodes et j'avoue, j'ai un peu du mal à, comme Benjamin, voir vers où va aller la série. Et surtout, quelles pourraient être les nouvelles intrigues de cette saison 3. Je me dis peut-être un retour de flamme entre Rue et Jules, qui se sont séparés cette saison. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça pour cette saison 3 ? Je sais pas trop. J'espère vraiment en tout cas que des personnages secondaires vont être plus importants. Pas spécialement des nouveaux personnages. Par exemple, Elliot, je l'aime pas trop cette saison. Mais plutôt, revoir Kat sur le devant de la scène, si possible. Moi aussi, je serais devant ma télé avec mon petit plaid, ma petite tisane, parce que moi aussi, cette série me file un coup de vieux monstrueux. Après, j'espère vraiment que la saison 3, ce sera l'occasion de retrouver un peu le côté choral de la série, du côté ensemble, qui, moi, me manque vraiment. Et puis surtout, j'espère qu'on retrouvera Jules en tant qu'individu, puisque là, on la voit en saison 2, mais seulement à travers son couple. Et honnêtement, c'était un personnage qui était hyper lumineux en saison 1, hyper complexe aussi. Je trouve qu'il y a un potentiel d'exploration avec ce personnage qui est complètement gâché cette saison. Et aussi parce que j'aime très fort et l'actrice et le personnage, j'espère très égoïstement qu'on la verra un peu plus en saison 3. Et moi aussi, évidemment, je serai devant parce que c'est ma série préférée de ces derniers mois. Déjà, la bonne nouvelle pour moi, c'est que la saison 3 est prévue pour 2023 et pas 2026. Donc je me souviendrai des intrigues si vous étiez là au début du podcast. Mais en fait, je sais pas trop quoi attendre de cette série parce que c'est pas une série que je regarde pour les intrigues. D'ailleurs, si on regarde vraiment la saison 2, il y a très peu d'intrigues. Il y a 2-3 grosses lignes directrices qui filent sur tous les épisodes. Mais bon, il n'y a pas non plus de rebondissement énorme. On se doute dès le début que ça va vriller à un moment, on voit très bien où ils veulent aller. Mais c'est vraiment pour l'univers et vraiment je conseille aux auditeurs, c'est des auditeurs, hein. Et d'ailleurs je conseille aux auditeurs de Télé Loisirs de la regarder parce que vraiment c'est une série qui est à part. C'est une œuvre d'art en série télé, vraiment l'univers, la réalisation, la mise en scène, vraiment c'est exceptionnel à regarder, vraiment c'est rare à la télévision. Donc évidemment je serai devant la saison 3.
On change à présent de registre avec l'acteur et réalisateur français Franck Gastambide qui nous fait le plaisir d'être notre carte blanche de l'épisode. S'il sera à l'affiche dès ce 25 février du film d'action survolté Sans répit à découvrir sur Netflix, Franck Gastambide vous révèle son coup de cœur série du moment. Il vous conseille de mater la série True Story, en français La réalité en face, avec Kevin Hart, à regarder sur Netflix. On l'écoute. Moi, j'ai regardé récemment sur Netflix True Story, je sais pas comment il l'appelle en français, avec Kevin Hart, qui est une espèce de série à la limite de la réalité, qui m'a beaucoup interpellé, et qui m'a interpellé aussi de par sa construction, les événements qu'il y a dans chaque épisode, les cliffs de fin d'épisode qui nous donnent envie de passer vite à celui d'après. C'est la dernière série qui m'a marqué. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Jade, Juliette et Benjamin d'être venus débriefer de cette saison 2 d'Euphoria dans le podcast. Alors moi on se dit rendez-vous pour la saison 3 pour un nouveau débrief. Évidemment. Si ça vous va. Avec plaisir. Bien sûr. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.